essayer de parler avec une voix pas très modulée pour vous permettre de profiter de l'heure de la sieste. C'est l'un des plaisirs du métier de l'historien et surtout de celui qui étudie les mobilités asiatiques, c'est que on commence un chemin, on commence un sujet, mais on ne sait pas où ce chemin va mener. Et ça, c'est le cas dans l'histoire que je vais vous raconter, qui est un sujet que j'ai commencé sur une problématique vietnamienne autour de la muraille de Quang Ai dans la région centrale du Vietnam, mais qui m'emmène à travers un itinéraire assez surprenant, ici à Champasak, sur le fleuve Mekong, et plus loin encore jusqu'à Siam et jusqu'à la mission qu'avait fondée en 1881 le père Prodhomme et qui fera donc le premier des deux itinéraires que je vais raconter cet après-midi. Le deuxième, j'y reviendrai, c'est celui de ce Vietnamien qui est arrivé à Champasak quelques années avant l'arrivée du père Prodhomme dans la région. J'appelle la région la mission du Laos, c'est le terme de l'époque, ça ne correspond pas au Laos tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était situé, les premières missionnaires sont établis aux années 80 dans la région de Disan, du nord-est de la Thaïlande aujourd'hui, à Ubon, Ratchathani, à Nakhon Phanom, à Sakon Nakhon et d'autres autres lieux plus petits, mais qui s'appelait à l'époque le Laos. La mission s'est déplacée sur la rive droite du Mekong un peu plus tard. Commençons donc avec le premier itinéraire, c'est celui du père Prodhomme, qui en 1881 donc part pour cette région d'Isan, dans le nord-est du Siam, que je vous montre ici sur la carte, aussi un détail de la carte de l'Atlas de Launay. Et leur destination, c'est donc Ubon qui se trouve ici. On ne peut difficilement, en lisant les archives conservées ici à Yafar, sur cette mission du Laos et ses premières années, on peut difficilement parler du père Prodhomme qui écrivait des lettres, mais pas beaucoup et pas très longues. Et l'été, souvent, ça tient sur une feuille, et puis je veux dire une feuille avec deux faces, c'est souvent une petite feuille, qui était assez succinct dans ses communications. Mais il avait un jeune collègue. Il faut dire que le père Prodhomme, à l'époque, il avait 32 ans, et son collègue avec qui il est parti le premier jour, le père Xavier Guégaud, lui, par contre, était beaucoup plus prolifique. J'ai au moins 2 lettres qui font 60 ou 80 pages, et ça, c'est des belles pages, et pas un peu des pages comme celles qu'avait montré Martin ce matin, et qui raconte, c'est là où on comprend, comme je reviens sur ce que tu as dit ce matin, Martin, sur le fait qu'on pense que c'est une petite question, une petite problématique, mais avec une source aussi riche que les lettres de Xavier Guégaud, on comprend qu'il y a beaucoup de matière pour l'historien. Donc, c'est les paroles de Guégaud qui parlent donc de son vicaire apostolique, le père Prodhomme. Le père Prodhomme qui est plus souvent en barque ou à cheval qu'à la maison, ou qu'il est presque toujours en voyage, qu'il ne mourra pas dans un lit, mais à cheval. Je pense que finalement il est bien mort dans un lit, mais il n'avait pas 32 ans à l'époque, il avait presque 80, donc ça se comprend. Le père Prodhomme, il faut dire que
à lire non seulement Guégaud, mais Dabin et les autres pères de l'époque, il était toujours en déplacement. Et ce qu'avait raconté mon collègue ce matin sur les conférences et le moyen de faire la mission à travers des meetings, à travers des réunions publiques, ce n'était pas du tout le cas dans le Siam du 19e siècle, où la religion était autorisée, mais ça se passait en fait à deux vitesses. Il y a la vitesse rapide, celui du père Prodhomme, qui était effectivement très rarement 2 semaines dans un seul lieu. Et il y avait les autres, le père Guégaud qui était en poste à Nakhon, le père Dabin qui était à Ubon et d'autres collègues dans d'autres endroits, qui étaient là pour faire le catéchisme, l'enseignement, enfin le travail de formation, d'enseignement, mais le travail de publicité, de recherche de nouveaux adeptes, de conversion, ça recombait au père Prodhomme qui était extrêmement mobile. Il était vraiment très très mobile. Donc c'est 2 lettres différentes qu'avait écrit Guégaud ces années-là, où il parle de cette mobilité de missionnaires. Et cette mobilité est aussi, apparaît beaucoup dans les autres lettres du père Guégaud. Ça, c'est la lettre, en fait, c'est un rapport de leur vicaire à Bangkok qui raconte leur premier voyage, le voyage de départ sur la région nord-est. Là, pendant quelques diapositives, je vais vous faire plonger dans les archives ici, que j'ai passé des matinées à taper à la main avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis désolé pour beaucoup d'écrits sur l'écran. Vous le lirez ou vous ne le lirez pas selon votre gré et votre état de sommeil. C'est donc par des routes de terre qu'ils partent sur ces régions un peu éloignées de la capitale siamoise. Et ils avaient 3 jours de barque, 3 jours de voyage en barque, jusqu'à, en fait, ma flèche est un peu mal placée, jusqu'à ce lieu-là, Takien. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à transférer leur provision dans des chars, dans des charrettes tirées par des bœufs et qui allaient par la suite suivre les chemins de terre jusqu'à Ubon, que vous voyez par un itinéraire que je n'ai pas trop compris. Je connais peut-être pas suffisamment bien la région pour comprendre la géographie de cela. Ça prenait 30 ou 40 jours, cet itinéraire. Et il le faisait une fois par an. En décembre, il partait de Bonn pour arriver à Bangkok, donc 6 semaines après. Et en février, il repartait dans l'autre sens, parce que pour le reste de l'année, il y avait donc trop de pluie, c'était trop difficile pour passer. Donc on a beaucoup d'informations sur les conditions, non seulement de mobilité des missionnaires, mais aussi, bien entendu, des Siamois, des Lao et des autres populations. Et c'est ça que je vais essayer de suivre dans les diapos qui suivent dans cette première partie. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer 2 ou 3 photos tirées de vos collections avec quelques éléments des lettres, quasiment d'histoire de la technologie sur ce que c'est la char au Siam à l'époque. Et le père Xavier Guégaud, il a fait des descriptifs vraiment extrêmement détaillés de tout cela. Et tout cela, ça c'était des caravanes qui traversent le plateau de Khorat. Et ces caravanes, ces chemins à la fois de terre et parfois aussi sur le grand fleuve Mekong, ça donnait lieu à une diversité de mobilité asiatique dans la région,
que vous allez découvrir dans les diapos qui suivent. Tout d'abord, les populations laotiennes. Laotiennes, ça veut dire non seulement les habitants des basses-terres du Laos aujourd'hui sur la rive gauche du Mékong, mais aussi les populations sur la rive droite du Mékong de cette région d'Isan, des commerçants qui, ici, que nous voyons dans une lettre, qui partent de leur village situé à on ne sait pas combien de semaines de Bangkok pour emmener leur troupeau de bétail jusqu'à la capitale siamoise, et qui, dans la deuxième citation, rencontre des bandits, également des Lao, qui leur tuent 2 membres de leur équipe et qui enlèvent leur troupeau. C'est 2 ou 3 heures après que ces Lao rencontrent les missionnaires, et c'est le lendemain matin que les missionnaires rencontrent eux-mêmes les bandits, qui ont peur des missionnaires, non seulement parce que l'un d'entre eux porte un revolver qui dit qu'il n'a pas de balles, mais bon, on ne sait pas, mais surtout qu'apparemment ils avaient aussi peur de l'Européen, tel qu'il a dit. Il y a des populations sur cette terre vietnamienne. Nous faisons la rencontre dans ces lettres avec des chrétiens réfugiés des terres de la région centrale du Vietnam plusieurs décennies auparavant, et qui accueillent les missionnaires avec beaucoup de joie. 30 ans après leur départ, ils n'avaient pas vu un prêtre, comment un missionnaire français. Ils sont très contents de les retrouver. Vous avez aussi des commerçants, des habitants de ces mêmes régions qui ont traversé le Cordillera Annamite, la chaîne Chungson, pour tenter leur chance en commerce. Et vous avez aussi quelques esclavages. Et nous allons revenir sur cette dernière question dans un instant. Vous avez beaucoup de populations chinoises, et la mobilité chinoise dans la région est extrêmement importante. Encore des commerçants qui eux aussi pratiquent les caravanes, mais qui établissent aussi des commerces dans les villes d'Isan, non seulement sur le bord du Mékong, mais aussi dans les terres intérieures. Vous avez des bandits qui attaquent en 1884 un poste missionnaire où le missionnaire s'échappe de justesse avec sa vie. Et vous avez surtout les bandes armées. Et ça, c'est la conjoncture très précise dans laquelle l'établissement de la fondation de cette mission au Laos se trouve. C'est à l'époque où les bandits chinois prolifèrent dans ces régions. La guerre en question, c'est la guerre des Ho, qui se passe dans le nord du Siam et dans la partie nord-ouest nord et nord-ouest du Laos actuel. C'est des armées chinoises très liées aux rébellions de Taiping et les autres grandes rébellions qui ont bouleversé le sud de la Chine dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et c'est un peu cela qui donne lieu à un certain nombre des autres mobilités que nous allons voir. C'est l'insécurité de la partie nord de la péninsule indo-chinoise qui a des conséquences pour la région que nous étudions. C'est donc pour les mobilités chinoises, et il y a aussi conséquences directes de ces mobilités, de ces bandits, de ces bandes armées chinoises. Il y a aussi beaucoup de réfugiés, et notamment des réfugiés qui proviennent des zones montagneuses du nord du Laos, dans la région de Xianghuang et beaucoup d'autres. Et ce sont donc des populations ethniques. Les pères les appellent les Phu Thung, les Phu Thai et d'autres. J'ai consulté mes collègues anthropologues du Laos qui me disent que ça n'a pas
beaucoup de sens aujourd'hui. Enfin, c'est des ethnies, mais on ne peut pas les lier très facilement avec des Hmong ou d'autres ethnies du Laos. Mais en tout cas, leur village dévasté, ils descendent sur la Mekong, où ils se font rattraper par d'autres groupes que nous venons de rencontrer, les commerçants, notamment laotiens, et les commerçants, surtout birmans, les fameux Kula, qui c'est un groupe humain qui sont extrêmement opportunistes dans la région. L'opportunisme, d'ailleurs, c'est une sorte de fonction de leur mobilité. Ils font du commerce de l'éléphant. Ils sont allés sur les hauts plateaux du Vietnam actuel, à Bandung et ailleurs, acheter des éléphants pour les revendre en Birmanie. Ils sont allés acheter aussi des buffles, des bœufs, des bétails. Et en voyant cette situation avec des réfugiés, des populations humaines importantes qui s'échappent les attaques des Chinois, ils commencent à se mettre dans la traite. Et donc, ils prennent ces gens et ils les revendent dans les régions plus méridionales, à Ubon, à Champasak et jusqu'au Cambodge, où il y a au Siam et au Cambodge un marché d'esclaves, enfin de main-d'œuvre dépendant, très important. À l'origine, c'est un esclavage pour dette, ça fait partie du système juridique, mais à ce moment-là, on rajoute donc les produits de cette situation, de cette conjoncture politique, militaire très précis à cette période de l'histoire. Et comme vous voyez, les nombres sont assez importants. Ça, c'est le père Dabin qui estime à 15 000 personnes les esclaves qui sont dispersés sur tous ces territoires. Il y a aussi une mobilité de fonctionnaires. Et les fonctionnaires du royaume siamois sont en train de sillonner aussi ces paysages. Alors l'attitude du royaume par rapport à tout cela est en période de transition. Le roi Rama V Chulalongkorn, il venait de signer un traité avec la France autorisant donc la pratique de la religion catholique. Donc les Batloang, les pères sont le bienvenu dans le pays, selon la loi, même si certains mandarins de certaines provinces ne sont pas très contents de les voir venir. Surtout que ces fonctionnaires sont eux-mêmes impliqués dans la traite, ils financent, ils bénéficient beaucoup de ce commerce qui est sur la voie de l'interdiction à cette époque-là. Le roi vient de obliger aux maîtres, aux propriétaires des esclaves qu'il y ait une documentation correcte, c'est-à-dire qu'il y a une documentation sur les dettes que la personne doit. S'il n'y a pas de documentation, il n'y a pas d'esclave. Donc ça, c'est la nouvelle loi au moment où le père Prodhomme et le père Guégo partent et commencent en fait, dans les fonctions de leur mission, à convertir cette population-là. Ils les libèrent en utilisant des voies juridiques. Ils vont travailler avec les fonctionnaires et expliquer la loi. Les fonctionnaires peut-être peuvent être contents ou pas contents, mais ils sont un peu obligés de suivre selon le cas. Et petit à petit, les missionnaires arrivent avec les lois de leur côté, si on veut, à convertir, à libérer et ensuite récupérer et convertir donc ces populations d'esclaves émancipés à la mission. Et la mission du Laos est un petit peu fondée, si on lit bien les lettres, si j'ai bien compris ce qu'il raconte, sur cette population-là.
Voici une très belle représentation cartographique dans une lettre encore du père Guégaud de cette traite. Toute cette histoire, vous pouvez penser, n'est pas très bien connue, mais en fait, tout est écrit dans la nécrologie du père Prodhomme. Les auteurs ont bien lu les lettres du père Prodhomme et du père Guégaud et des autres. Et tout cela, j'ai pu télécharger très facilement du site internet de l'IRFA. Et cela est un peu conjoncturel. Quelques années après cela, et les missionnaires étaient eux-mêmes très conscients de ce fait que cette opportunité pour eux n'allait pas durer toujours, qu'un jour l'esclavage sera bel et bien aboli, et à ce moment-là il n'y aura plus de dépendants qui dépendent plus de leur maître, mais qui dépendent à ce moment-là, qui n'avaient pas de moyens vraiment de vivre, et que ça serait difficile à continuer à fonder la mission. Ils écrivent des lettres, je sais que ça c'est assez courant dans toutes les missions, dans toutes les époques, à Paris, pour demander donc encore de confrères pour que la récolte soit encore plus importante. Conjoncturelle, donc, cette histoire, à la fois au niveau de la situation au royaume de Siam, mais aussi de la situation d'instabilité dans le nord de la péninsule avec toutes ces violences chinoises qui déversent vers le sud. Nous revenons sur le deuxième itinéraire, celui de Havenlow. Et là, nous sommes dans une situation qui est beaucoup moins conjoncturelle, qui est beaucoup plus dans les permanences, dans les structures de mobilité sud-est asiatique. Monsieur Havenlow, c'est un Vietnamien et qui est d'origine de la province de Quang Ngai, qui est juste un petit peu au sud pour vous situer dans la carte. Ça, c'est la ville de Da Nang. Donc on est vraiment dans la région centrale du Vietnam. Et j'ai rencontré Havenlow pour la première fois, et d'ailleurs pour la seule fois dans les archives, dans une archive des ANOM, des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, signée par le consul de France à Bangkok, qui écrit à son collègue gouverneur général de l'Indochine, qui était à l'époque à Saigon, daté de 1888, et qui parle, dans la première ligne, de monsieur l'abbé Prodhomme, qui venait de lui rendre visite dans son consulat sur le bord du fleuve Menam à Bangkok, et qui apporte avec lui dans sa visite donc cet esclave, cet ancien esclave, ce Vietnamien Havenlow. Parce que l'itinéraire de Havenlow, en fait, c'est un itinéraire d'esclaves, non un montagnard du nord du Laos, qui était touché par ces violences conjoncturelles chinoises, mais victime d'une autre traite, d'une autre courant de commerce qui était beaucoup plus de longue durée de nature. Partons donc de la province de Quang Ngai, que je vous montre ici, représentée sur une carte de cette époque. C'est une carte du fin 19e siècle, où vous voyez donc la grande plaine de la province sur les 2/3 occidentaux de la carte, la route mandarine ici, le chef-lieu de la province là, et la grande muraille qui traverse du nord au sud toute cette province, qui s'appelle la muraille de Quang Ngai, qui coupe la province en deux sur une longueur d'une centaine de kilomètres, et qui divise la province en deux zones, la zone habitée par les Vietnamiens, l'ethnie Kinh à l'ouest,
et les Hurray, l'ethnie montagnard à l'ouest. Et vous voyez donc le grand fleuve de la province qui coule à travers cette région montagneuse chez les Hurray. Là. Monsieur Havenlow, il était d'origine d'un village qui était à la jonction de la muraille avec le grand fleuve. Il était de là. Et tel que le consul à Bangkok a raconté dans sa lettre, parce que lui, en bon administrateur, il a donné le nom complet avec les tons vietnamiens, l'adresse et toute la biographie pendant son itinéraire de ce monsieur, y compris son âge. On comprend qu'à ce moment-là, M. Havenlow, il avait 54 ans, donc il est beaucoup plus âgé que le père Prodhomme, qui avait à peine 40 à ce moment-là. Il a 54 ans. Il est parti de chez lui donc 10 ans auparavant. Et il était probablement paysan. Moi, je connais en fait son lieu d'origine. J'avais déjà visité plusieurs fois ce lieu dans le cadre de mes recherches sur cette muraille. Mais je comprends un petit peu comment M. Havenlow il a dû gagner sa vie à l'époque. On le décrit dans la lettre comme un colporteur. Il est monté chez les Hurray à porter des marchandises. C'est surtout le sel, ça va être le nukmam, la saumure de poisson, ça va être quelques étoffes, ça va être des articles en bronze tels des marmites pour la cuisine ou les gongs pour la musique en cérémonie. Et il va les porter jusqu'à chez les Hurray. Et il va ramener du riz. Les rizières des Hurray sont extrêmement fertiles, beaucoup mieux que les rizières de la plaine. Et aussi quelques produits de la forêt, tels le raton que vous voyez dans l'image ici. Le problème, c'est que s'il y avait une muraille, il y avait aussi une loi qui allait avec la muraille, c'est que les Vietnamiens, je peux revenir sur la carte, les Vietnamiens, les kings de la plaine n'avaient pas le droit de franchir la muraille ici. Les Hurray de la montagne n'avaient pas le droit de franchir ici. La règle, la loi, dans cette province, pendant le 19e siècle, c'était ainsi. Et M. Havenlow, il y avait des exceptions à cela. Et bon, le consul de Bangkok, il ne savait pas certainement cela, même si ces informations sont très précises et très riches. Mais je pense que M. Havenlow, c'est un paysan pauvre qui, au risque de sa vie, traverse la muraille, faisait un peu de commerce, apporter ses articles chez les minorités. Et un jour, il a été pris. Il était pris par des Hurray et il a été vendu. Il était vendu plus haut, plus vers l'ouest. Et vous allez voir, je résume un petit peu le contenu de cette lettre, à voir son itinéraire avec les dates qu'on peut établir grâce à la précision de l'administrateur qui a dû interroger le père Prodhomme et peut-être même l'intéressé Havenlow lui-même. Les Hurray le vend à une autre ethnie plus à l'ouest, sur la province de Kontum, à Sedang. Les Sedang le vendent à Atupeu et ainsi de suite. Cela, sur la carte, vous voyez donc les différentes ethnies des hauts plateaux. Vous voyez le grand centre sur c'est pas très loin de la piste Ho Chi Minh à Atupeu par la suite. Et nous allons suivre étape par étape un petit peu l'itinéraire de Havenlow. Ça, c'est une image de la fleuve Chakrook. Ça, c'est la grande fleuve où habitait Havenlow
pendant ses premières 44 années de vie jusqu'à son enlèvement en 1878. C'est un pays risicole, hein. Ça c'est une photo que j'ai prise près de chez lui, hein. C'est les montagnes dans lesquelles il aventurait à chaque saison sèche en colporteur. Ça c'est le marché où il habitait. Ça c'est donc c'est chez lui que nous sommes en train d'interviewer les vieilles personnes là. Et la grande image en bas, c'est le Haut-Fleuve, c'est la région Hray, où il est allé vendre tous ces divers articles, comme vous le voyez. C'est une zone d'insécurité au XIXe siècle. Ça, c'est une citation que je partage avec vous des archives impériales, les Choban, les archives de l'empereur vietnamien. Il y a beaucoup de rapports qui racontent des violences sur la frontière entre les Hray et les King. C'est des razzias qui en fait, c'était des violences qui avaient, au début du XIXe siècle, fait intervenir un mandarin pour négocier la création de cette frontière, de cette muraille, et l'établissement de cette loi où les deux ethnies allaient s'abstenir de mobilité dans les zones appartenant dans les territoires les uns des autres. Après, chez les Sédang, vous êtes en plein forêt. Ça, c'est la route qui va du Kontum à Tupö, une photo que j'ai prise il y a bien 15 ans maintenant. C'est le chemin à peu près qu'avait suivi Havan Lo, en passant donc par les pays des Sédang. C'est l'ouvrage de Jacques Doorn qui parle un petit peu de l'esclavage, et il y a un système chez les Jaraï, chez les autres ethnies des Hautes-Terres. Il y a un système d'esclavage pour dette un peu semblable à celui qui se pratiquait chez les Siamois, chez les Khmers et chez les Cham. Si vous ne pouvez pas payer votre dette, votre personne appartient à personne, à votre créditeur, jusqu'à vous ne pouvez pas utiliser votre travail à vous pour vous affranchir. Un membre de votre famille peut, mais parfois la famille ne peut pas le payer. Arrive à Tupö. Et à Tupö, c'est un bourg, c'est un chef-lieu de district aujourd'hui au Laos, dans la haute région du Laos. C'est là où tous les esclaves de la région se concentraient. C'était une sorte de centre de commerce dans la traite sur cette région. Voilà, il y a une belle route qui passe aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours que ça a été le cas. Nous suivons donc cet itinéraire. Voilà, donc encore à Tupö sur la carte. Voici donc le bord de fleuve à Tupö. C'est à partir de ce moment-là qu'on va quitter les pistes et on va revenir sur les voies fluviales, au moins pour descendre sur le Mekong. Ce serait la destination pour Havan Lo. Les administrateurs français ont été extrêmement prolifiques sur ce sujet. Là, c'est les fichiers que j'ai trouvés chez les archives d'outre-mer à Aix sur cette question. Il y a beaucoup de rapports, notamment des années 1890, sur cette question de traite, où les uns et les autres sont en train d'essayer d'interdire cela avec plus ou moins de succès. Il y a même un fonctionnaire lao, mandarin local lao, que les Français ils envoient en prison à Pulo Condor pour avoir volé des esclaves et les vendre. Il y avait du vol plus la traite. Et puis pour en faire un exemple, il envoie quelques années à Pulo Condor. Donc fin 19e et début 20e, il y a tout un effort qui est fait pour mettre fin à ce système. Ici à Champasak, donc on arrive sur le grand fleuve. C'est là où Havan Lo il va passer 10 ans. On ne sait
pas grand-chose sur les conditions de sa vie sur place, donc je suis obligé un petit peu de me fier aux autres récits sur les autres personnes à la même époque. Les Français en parlent. Champasak, vous connaissez, c'est une ville à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est la ville qui entourait ce site sacré de Wat Phu. Lieu magnifique, vous voyez ici. Là, c'est un chantier d'archéologue chez Wat Phu que j'utilise un peu pour illustrer l'idée de travail de chez Havan Lo. Je pense qu'il allait travailler plus dans une ambiance un peu comme ça, qui est peut-être plus adapte de l'époque. En tout cas, les Français décrivaient les conditions de travail des esclaves à la fois vietnamiens et aussi qui provenaient des populations montagnardes sur place. Ce n'était pas toujours aussi sympathique que ce texte là vous communique. Un autre qui est un peu plus loin que Champasak, ça c'est un texte qui provient de Battambang, qui faisait partie de Siam à l'époque, mais aujourd'hui qui est une province du Cambodge, parle d'esclaves qui étaient gardés en chaîne et qui travaillaient dans des chantiers et dans des conditions d'esclavage beaucoup moins douces que ce décrit pour Champasak. Et en tout cas, arrivé à Ubon, et pour toute l'histoire de la fuite, enfin du départ, enfin de la fuite de Havan Lo de chez son maître, je suis donc venu ici à l'IRFA pour lire les archives et les lettres du père Prodhomme. Et c'est donc à ce moment-là que je prends connaissance de toutes ces diverses mobilités que j'avais présentées dans la première partie. Et là, nous sommes dans le vif du rencontre entre le père Prodhomme. Malheureusement, ceux d'entre vous qui connaissent les lettres des missionnaires ne sont pas des administrateurs. Les missionnaires, si des administrateurs, mais des administrateurs des âmes et non pas des noms et des adresses. Et on a rarement le nom de la personne dans les archives. Sinon, ça va être un nom chrétien. Il y a un cas que j'ai montré tout à l'heure où il y avait un nom d'une jeune fille asiatique, dans son nom siamois et son nom chrétien. Mais là, il n'y a pas de nom. Mais aussi, j'avais pas beaucoup de chance de trouver le nom de Havan Lo pour une deuxième raison, c'est que les Vietnamiens étaient assez nombreux, ils étaient très nombreux. Là, le père Prodhomme, il va parler de trois Vietnamiens qui ont été victimes de cette traite. Dans la lettre que que le consul a envoyée au gouverneur général, Havan Lo affirme qu'il y a une centaine de Vietnamiens qui sont enlevés de la frontière à Quang Ngai tous les ans. Il affirme que quand il est passé à Atopeu en 1878, qu'il y avait 2000 Vietnamiens dans cette ville. Je ne sais pas comment il a pu faire la statistique, mais bon, son estimation, c'est ainsi. Et le père Prodhomme, qui se rend parmi ces diverses mobilités sur Atopeu, il estime qu'il y a 4000 Vietnamiens à Atopeu dans ce grand centre de commerce. Ça, c'est 2 ou 3 ans après la visite, le passage de Havan Lo. En tout cas, les sources se concordent pour dire qu'il y a quand même beaucoup de Vietnamiens. Et ici, comme vous voyez, le père Prodhomme s'en prend avec les fonctionnaires sur place, leur explique la loi du royaume de Siam. Selon le Pierre Guégo, qui est un petit peu le Boswell à ce Johnson, un missionnaire, et qui raconte les détails de comment il fait et de comment il parle, le père Prodhomme est un très bon avocat et il connaît bien la juridique siamois, et il arrive à partir avec 40 à 50 autres Vietnamiens ce jour-là.
c'est en 1886, c'est 2 ans ou 1 an et demi avant l'arrivée de Havanlo à Bangkok, prêt pour son départ pour l'Indochine, pour son retour au pays. Et donc, il est possible que Havanlo fait partie de ces 50, mais je n'ai pas, et je ne pense pas que je vais avoir la preuve de cela. Ce n'est pas vraiment très grave. Et donc, on arrive presque vers le terme de cet itinéraire de Havanlo que j'ai trouvé extrêmement touchant, enfin émouvant à découvrir et après à comprendre que en fait c'était le seul dont on a le nom parmi beaucoup d'autres dont on n'a pas le nom. Et on revient sur Bangkok, sur la lettre qui était le départ un petit peu de cette recherche, sur le fait que dans cette lettre, le consul de France à Bangkok écrit à son confrère à Saigon pour dire « Je vais vous confier Monsieur Havanlo, je lui ai acheté un passage sur le paquebot Loire inférieure qui va partir dans quelques jours de Bangkok pour Siam, qu'on peut cartographier un petit peu ainsi. » J'ai pas osé mettre la ligne verte en ferme, dans la mesure où je n'ai pas la preuve en fait qu'il a vraiment fait ce voyage. On lui a acheté le passage, mais je n'ai pas la preuve qu'il est arrivé. Et d'ailleurs, j'ai des raisons pour douter en fait qu'il n'a jamais fait ce voyage, parce que 3 ans après, on voit qu'il y a un missionnaire français des MEP au Tonkin qui arrive au Siam pour dire je veux ramener avec moi quelques missionnaires, quelques Vietnamiens du Tonkin qui ont été enlevés de la même manière. Et le père Prodome lui-même, qui avait apporté Havanlo jusqu'à Bangkok pour le rapatrier, et il explique que non, on ne peut pas, parce que les autorités siamoises s'opposent à la sortie de ces ressortissants étrangers de leur territoire qu'ils considèrent aujourd'hui comme des Siamois. Et donc, si le père Prodome dit ça en 1891, bon, pour le moment, je n'ai pas encore terminé la lecture des archives, mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir trouver une trace de cette conversation. Une hypothèse, c'est que à l'émigration sur le port de Bangkok, au moment où Havanlo devait partir sur le paquebot Loire inférieure, on lui a empêché. On l'a fait comprendre au père Prodome, au consul de France, que non, ce monsieur, c'est aujourd'hui, il est né au Vietnam, mais aujourd'hui c'est un Siamois et qui va rester et travailler au Siam. Et à ce moment-là, nous avons donc un épilogue qui se comporte peut-être deux fins de l'histoire de la vie de Havanlo. L'un, c'est qu'il aura bénéficié, comme les autres, d'un certain investissement de la part des missionnaires. Ils utilisaient les quelques fonds dont ils bénéficiaient pour acheter de quoi vivre pour les esclaves libérés. Et là, c'est un document extrêmement précieux sur la façon dont les Asiatiques, dont les Siamois, dont les Lao d'Isan vivaient au XIXe siècle. Ils avaient besoin de cela. Et vous avez le prix à chaque fois de combien. Ça, c'est donc pour tels les missionnaires pensaient, ça c'est le budget de comment faire vivre une famille laotienne. Et à ce moment-là, il serait, comme beaucoup d'autres Vietnamiens, morts et enterrés au Vietnam, où il a peut-être réintégré son pays, peut-être c'était mon hypothèse sur son non-départ de Bangkok ce jour-là est faux. Il est bien rentré, il y avait une retrouvaille sur place à An Hoa, son village natal. Nous avons été dans son village. Ça, c'est le temple familial. En fait, au XXe siècle, quand on a fermé la muraille, on a ouvert ce grand fleuve au commerce. La famille des Ha sont devenus très riches par le commerce de tous ces articles divers avec la population. Right?
la paix est revenue. Et sur ce commerce, ils ont raconté dans la généalogie familiale, et surtout qu'ils avaient construit un magnifique temple familial. Malheureusement, interviewés, ils n'avaient pas de souvenir de Ravenlow. Il est parti, peut-être il est revenu, et on ne s'en souvient pas, parce que ça fait quand même un siècle et demi. Et on n'a pas encore fait traduire ces textes pour voir s'il est mentionné dans cette généalogie. Donc, je vous laisse avec l'image de la fleuve sur laquelle il a passé ces 10 ans de sa vie avant de partir, et peut-être il est revenu pour les dernières années de sa vie. Merci beaucoup. Non, vas-y, je pense qu'on va le faire dans l'ordre géographique. Non, mais moi aussi, c'est un détail. Bon, je commence par le détail alors. Andrew, comme tu mentionnais que l'esclavage les Français essayaient de l'arrêter sans grand succès, dans quelle mesure les chiffres, tu mentionnais les chiffres de 4000, des chiffres assez importants de personnes d'origine annamite au Laos ou au Siam, est-ce qu'il y a un risque que ces chiffres soient gonflés pour que les Français puissent mieux mettre en avant leur apport civilisationnel, comment traiter ces données sans trop pouvoir les croiser? Pour le chiffre du nombre de Vietnamiens à Topeu, en fait, on peut les croiser. Vous avez, donc, dans la lettre du consul, vous avez 2000, et ça, c'est selon M. Ravenlow, qui a dit au père Prodhomme, qui a dit au consul, c'est 2000 personnes le jour où il était à Topeu. Alors ça, c'était en 1878. Le père Prodhomme a été à Topeu 6 ans après, et il a dit dans une lettre ici qu'il avait 4000. Donc ça, c'est deux sources parfaitement indépendantes, sans intérêt, enfin, pareil. Deuxièmement, non, les Français, ils ont réussi à la fin à mettre fin à cet esclavage. C'est déjà la fin de la muraille. Ça, c'était un élément de démantèlement d'un système. Aussi, il y avait enfin, toutes sortes de questions au Cambodge, au Laos et au Siam. C'est un peu compliqué pour rentrer dans le détail de tout cela, mais à la fin, ça marchait. Mais pendant cette dernière décennie du 19e et première décennie du 20e, c'était encore un problème. Merci beaucoup Andrew, j'ai découvert beaucoup de choses. Ma géographie de la région est très imprécise, donc je pense que je vais dire des bêtises. J'ai deux questions, enfin, c'est assez lié. Déjà, donc le Laos n'est pas le Laos, j'ai bien compris. C'est une nouveauté pour moi, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que ça représente, donc le catholique? Alors, tu dis qu'il y a beaucoup d'esclaves en fait parmi les convertis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont, j'ai peut-être pas mal suivi, mais qui sont catholiques, donc dans ce qu'on appelle le Laos à l'époque? Et autre question, c'est lié à en voyant la carte de Launay, donc tu montres le parcours de cette caravane, et apparemment, donc dans la caravane, tout le monde n'était pas catholique. Donc les missionnaires suivaient un groupe de gens qui n'étaient pas... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans la carte, c'est qu'il y a des endroits où ils passent, il n'y a pas de catholiques en fait. Donc ils ne vont pas faire... ils suivent un parcours commercial. Voilà. Donc est-ce que tu peux en dire plus sur cette caravane et sur l'identité des catholiques au Laos, entre guillemets, à l'époque? Oui, alors, pour le Laos qui n'était pas le Laos. Le Laos que nous connaissons, c'est la rive gauche du Mékong. Pour le Laos qui n'est plus le Laos, en fait, c'est la rive droite, qui est aujourd'hui le nord-est de la Thaïlande.
Le problème, c'est que au XIXe siècle, le Siam souhaitait en fait récupérer les deux rives, mais avec la colonisation française, ils arrivaient seulement à intégrer dans leur nation le territoire de la rive droite. Pour le caravane, oui, vous voyez dans la carte de l'ONU que les dernières postes sont dans la région de Bangkok, puis à partir de là, il y a seulement des concentrations en fait sur le Mekong. Et ils suivent donc, et il y a beaucoup de détails dans les lettres, notamment du père Guégo. Ils suivent donc cette voie de commerce. Et d'ailleurs, il y a donc les caravanes. C'est pas les caravanes des commerçants, c'est eux qui font le caravane. Il y en a une lettre où ils racontent qu'ils avaient 9 chars. Il y a une autre où ils ont 12 chars. Chaque char, ça porte 150 kg. Les chars, en partant de Ubon pour Bangkok, sont vides. Ils les achètent sur le chemin parce que c'est moins cher que les acheter dans la région de Bangkok. Il y a beaucoup de détails sur le voyage. Il y a des hasards de toutes sortes, des éléphants sur la route, des animaux et des hommes féroces la nuit. La nuit, they circle the wagons, comme on dit, ils mettent leurs wagons en cercle, des brasiers qu'ils allument autour. Les missionnaires sur la route Ubon-Bangkok dorment dans le char, et sur le retour, le char est chargé, donc en dessous de char, ils ont tout un entourage d'hommes et de domestiques qui s'occupent de ça. Donc ils se font un petit peu commerçants. En fait, ils s'adaptent aux pratiques de mobilité locale pour le transfert de leurs provisions. Et il y en a un moment où l'un des missionnaires s'inquiète un petit peu de cela, surtout la façon de acheter le wagon, le char sur le chemin, de le porter jusqu'à Bangkok et de le revendre à Ubon où le char est plus cher. Et donc, on fait un bénéfice. Et là, le missionnaire dit, oui, mais on peut penser qu'on fait du commerce, mais enfin, c'est dans le bien du budget de la maison. Donc, il faut dire que la qualité ethnographique sur la mobilité asiatique du plateau de Khorat, de ces lettres, notamment du lettre du Père Guégo, est extraordinaire. Vraiment, vous avez énormément de détails. J'ai un peu présenté ça l'année dernière dans un colloque à Bordeaux sur la mobilité sur la marche en fait en Asie, mais j'ai seulement frôlé la surface de ce qu'on peut faire avec cette source. Merci beaucoup Andrew, parce que vous illuminez des questions que je me posais depuis longtemps au contact de ces archives, que je n'ai pas eu le temps de lire comme vous si précisément. J'avais 2 questions. La première, justement, elle est financière. Comment les missionnaires ont pu financer ce rachat d'esclaves, visiblement sur une échelle assez importante, si on est sur plusieurs centaines ou milliers de rachats. Et la deuxième question, est-ce que les esclaves rachetés constituent vraiment la première base du christianisme dans cette zone, ou est-ce qu'il y a aussi eu des conversions concomitamment de Laotiens, et dans quelle mesure ces populations issues de mobilité sont encore aujourd'hui d'ailleurs des marqueurs de cette église-là ou pas, ou c'est quelque chose de complètement oublié? Alors, pour la question du rachat, j'ai trouvé un exemple bien documenté où le père Prodhomme a acheté un esclave, et ça c'est lors de sa mission à Tupper.
je pense que je ne saurais pas le retrouver dans la présentation. Le père Prodhomme est allé à Tupou, il a vu les 4000 Vietnamiens et les autres populations aussi, des montagnards de toutes sortes. Donc ça devait faire beaucoup de milliers de personnes qui étaient et le père Guégaud, c'était le père Vey qui a raconté ça, qu'il est parti le cœur bien gros. Mais il y avait un chrétien dans cette population, un Vietnamien, et lui, il l'a acheté. Pour les autres, je n'ai pas eu l'impression, il faut dire que je n'ai pas surveillé la question, ce n'est pas l'objet de ma recherche, mais je n'ai pas vu beaucoup de cas où les missionnaires ont directement racheté la personne. Plutôt leur méthode, et je l'ai montré très rapidement à la fin de la présentation, c'est d'utiliser des voies, la méthode juridique, d'affirmer que telle ou telle personne qui s'est manifestée à la mission pour dire « je suis esclave, libérez-moi », après le père Prodhomme ou les autres vont aller vers le maître pour lui expliquer que cette personne n'est pas un esclave et qu'il n'avait pas le droit sur son corps. Et après, les fonctionnaires locaux s'impliquent avec une attitude différente selon les provinces. Les gens de Ubon, ils aimaient bien les missionnaires, et visiblement les gens de Sakon et Nakhon beaucoup moins. Et à ce moment-là, le père Prodhomme se transforme en avocat. Il lui explique le sens des lois du royaume et il lui explique que monsieur, ça ne va pas. Et après, normalement, il arrivait mais pas toujours, mais il arrivait à libérer la personne. Donc, pour la question finance, c'était quoi faire avec eux à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, tous ces gens n'ont pas le moyen de gagner la vie. Et donc, c'était pour ça le budget d'une famille siamois, une famille de réfugiés, qui est un document absolument extraordinaire d'histoire sociale et économique, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin et combien ça a coûté. Ça, c'était un budget qui avait été envoyé en remerciement au père V, qui avait donné une petite somme qui avait envoyé au départ des provisions annuelles, je pense que c'était en 1885, il avait donné cette somme, et donc c'est le missionnaire qui répond, voilà la façon dont on utilise. Pour les jeunes gens, on organise beaucoup de mariages, et après les mariages, on les équipe de cette façon. Et si on avait plus, on se permettrait de libérer plus. Mais comme on n'a pas beaucoup d'argent, et ils utilisaient évidemment leur viatique aussi, ça c'est attesté dans plusieurs lettres, ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nourrir cette nouvelle population émancipée et qui n'avait pas beaucoup d'autres lieux d'aller à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas rentrer et ils n'avaient pas d'autres moyens. Je ne sais pas pour le devenir. Pour la question des autres populations plus anciennes, je peux dire qu'il y avait une population de catholiques vietnamiens dans cette région-là. Ça, c'est les populations qui sont arrivées pendant les persécutions du mi-19e siècle. C'est des gens qui sont réfugiés pendant cette période-là. Eux, ils sont assez nombreux dans cette région. Et eux, c'est la raison pourquoi les pères s'établissent très tôt à Nakhon et ensuite à Sakon. C'est qu'il y a des Vietnamiens qui sont déjà catholiques et il y a d'autres qui ne sont pas catholiques, mais parce qu'ils sont empêchés de rentrer chez eux, ils sont contents de voir les pères, même si, et puis après les pères commencent à les enseigner. Et donc ça, c'est une population qui est pour les missionnaires assez facile. La population laotienne sur place est beaucoup moins. Comme la population siamoise, toutes les lettres parlent au Siam, c'est pas facile. Ils donnent des raisons. C'est pas. Et pour le devenir de ces catholiques, je ne sais pas. Seulement que j'ai été à Sakon Nakhon et j'avais lu dans le guide, ça s'appelait la Lonely Planet, qu'il y avait un village dans cette région où les habitants, qui sont une ethnie comme les Phu Thai, etc., et qui
mais qui ont une pratique inhabituelle au Siam, c'est-à-dire de manger la viande de chien. J'ai bien compris de qui il s'agissait. C'est des descendants de Vietnamiens. Ce pas des Foutards qui ne mangent pas de chien, c'est des Vietnamiens qui mangeaient. Ils avaient perdu la langue vietnamienne, sans détail aujourd'hui, mais ils avaient gardé 2 ou 3 marqueurs culturels comme cela. Mais pour le reste, je n'ai pas été, surtout pour les populations laotiennes sur place, je n'ai pas été pour voir. Sur la muraille de Quang Ngai, parce que vous disiez tout à l'heure que ça partit du nord vers le sud au Vietnam, mais d'où à où? C'est du nord et du sud de la province. Ah, de la province. Oui. Si je peux le trouver. Oh, j'ai dépassé. Merci. Oui. La muraille de Quang Ngai est construite en 1819 dans la province de Quang Ngai. Il est prolongé dans la province de Bình Định pendant une quinzaine de kilomètres vers le sud en 1876, donc très tardif. C'est une situation qui se développe au XVIIIe siècle de violence à travers cette frontière entre la population montagnarde, aujourd'hui on les appelle les Hray, et la population vietnamienne de la plaine. Et cela, il y a plusieurs tentatives de résoudre ça jusqu'en 1819, et c'est à ce moment-là qu'on construit la muraille dans cette province. Mais on ne le trouve pas dans d'autres provinces vietnamiennes. Il est moins connu, mais... Oui, juste une question sur la relation entre les missionnaires et les marchands. Les marchands sont des gens qui peuvent être extrêmement utiles parce qu'en général, ils parlent les dialectes de toutes les ethnies, donc pour la circulation, pour la diffusion éventuelle de la religion, ça peut être utile. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour convertir certains marchands, ou au contraire, on voit uniquement l'aspect financier, on écarte de toute stratégie des marchands comme des diffuseurs de la religion, des diffuseurs potentiels de la religion? Merci, la question est intéressante. Il y a un petit indice où il y a un marchand chinois qui finance, je ne sais pas sur quelle base, mais je suppose sur la base de prêt, les missionnaires. Et lui, il se trouve dans une... Si je reviens sur la carte, dans une ville près d'Aubonne, dans la ville d'Amnat. Il est dans cette ville-là. Ce Chinois, il n'y a pas d'indice qu'il se fait chrétien, mais visiblement, il a de très bonnes relations avec les missionnaires. Jusqu'à un jour où on apprend dans une lettre que lui et sa femme ont été tués par leurs esclaves. Et les esclaves, il y avait des esclaves, et un jour, les esclaves sont partis, et on ne sait pas où ils sont partis, on ne sait pas le devenir de ce monsieur. Mais pour le reste, je n'ai pas vu d'intérêt dans les lettres pour la conversion des marchands. Et ils se concentraient vraiment sur cette population d'esclaves émancipés, parce qu'ils étaient très conscients de la conjoncture, et qu'ils avaient une occasion qui n'allait pas durer très longtemps d'avancer dans la fondation de la mission. Et c'est cet aspect stratégique que j'ai trouvé vraiment passionnant dans la lecture de ce corpus.
que tu peux la poser. Ça serait la dernière parce que... Merci beaucoup Andrew pour avoir raconté toute cette histoire dont tu me parles depuis des mois et des mois et des mois, mais par bribes. Donc je sais un petit peu, hein, voilà, maintenant j'ai toute la trajectoire, donc c'était absolument passionnant. Ce qui m'avait intéressé, en plus des questions, enfin j'avais la question de Martin que je ne vais pas reposer, mais c'était la question à l'arrivée, donc enfin Bangkok et le départ qui a lieu ou qui n'a pas lieu. Tu disais justement que le gouvernement siamois interdit aux Vietnamiens de sortir de leur territoire au prétexte qu'ils sont siamois. Alors dans d'autres latitudes et d'autres longitudes entre Vietnam, Chine, Corée, Japon, jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y a une interdiction surtout de l'émigration, moins de l'immigration que de l'émigration. Et là, ça fait tilt dans ma tête, même si c'est un peu plus tard et c'est une autre région. Mais est-ce que c'est quelque chose, à ton avis, est-ce que c'est une loi gouvernementale du royaume du Siam qui interdit à tous les Siamois de sortir du Siam à cette époque, ou est-ce que c'est juste un prétexte à cette occasion pour empêcher des Vietnamiens qu'on voulait utiliser comme main-d'œuvre? Voilà, est-ce que c'est quelque chose de plus général ou est-ce que c'est juste un prétexte pour l'occasion de dire qu'ils sont Siamois et donc ils ne peuvent pas sortir du territoire? Je suis moins bon en droit siamois que le père Prodhomme. Donc, c'est éventuellement pour plus tard, pour ton livre, quand tu écriras là-dessus. J'ai bien entendu. Non, je pense que c'est une loi, c'est pas un accident dans ce cas. C'est les Vietnamiens réfugiés des persécutions du mi-19e siècle. Les missionnaires racontent bien qu'ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'on permettait à eux de circuler sur le Mékong et de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne pouvaient pas partir sur une barque avec leurs femmes et enfants, parce qu'on ne voulait pas qu'ils repartent chez eux. Donc c'est clair. Puis la raison, on comprend aussi. En 1828, c'est la prise de Vientiane, la guerre contre le Laos, enfin le vrai Laos, si on veut. On récupère toute une population de la rive gauche du Mékong, on le fait venir au Siam, jusqu'à Bangkok et aussi dans les provinces plus éloignées. Donc, c'est une volonté de faire venir la manœuvre. Et ça, c'est pas la même que notre époque, ça c'est très clair. Donc je pense que ça c'est une loi ou c'est au moins une interdiction systématique. Bon, je pense que je vais laisser la parole à ma collègue maintenant parce que